Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape du Tour de Luxembourg. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec le résumé, alors un résumé assez court. On parlera également des coureurs au top flop, les différents classements en fin de vidéo, comme d'habitude, enfin comme ce sera l'habitude sur ce Tour du Luxembourg. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short, bon, en ce moment c'est calme, il y aura les championnats du monde, on va reprendre pour les championnats du monde, les shorts et TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Si vous pouvez me soutenir également en cliquant rapidement sur les notifications sur les miniatures. Alors pour avoir des notifications, c'est très simple, il faut activer la petite cloche. C'est très simple, vous avez ensuite le menu déroulant à côté de vous abonner. Vous avez un menu déroulant sur la droite si vous cliquez sur une petite flèche. Et là, vous pourrez voir comment, par exemple, avoir les notifications personnalisées ou si vous voulez avoir toutes les notifications pour pouvoir voir toutes les informations sur les différentes vidéos qui sortent. On commence tout de suite avec ce Tour du Luxembourg, première étape d'une course qui est toujours intéressante, le Tour du Luxembourg, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on découvre souvent certains coureurs sur ce Tour du Luxembourg. On est en fin d'année. Il faut savoir qu'à partir du mois de septembre, on a déjà les stagiaires qui sont là au mois d'août. Et puis, vous avez les coureurs qui ont progressé au fur et à mesure de l'année, qui ont commencé en sortant des rangs espoirs et qui ont parfois mis un petit peu de temps à s'adapter au monde élite, ou qui sont arrivés d'une équipe de deuxième division, qui sont montés en première division, en troisième division, première division, et qui vont se révéler sur cette course. On a aussi l'avantage d'avoir une sélection luxembourgeoise, des équipes qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir sur les grosses courses. Je pense à l'équipe TDT, je pense également à l'équipe Team Flanders, qu'on ne voit plus forcément énormément. Vous avez également des coureurs qui finissent frais l'année, qui peuvent avoir envie d'être performants sur cette course. De plus en plus d'équipes World Tour, de plus en plus d'équipes de haut niveau viennent sur le Tour du Luxembourg, parce que aussi la programmation cette année de la saison fait que ça arrive à une semaine des championnats du monde. Donc si vous voulez être performant au championnat du monde, ça peut être un endroit intéressant. Il y avait aussi la possibilité d'aller au Canada, voire certains ont fait Canada plus Tour du Luxembourg. Je pense notamment à Rudy Mollard. Et là, il faut être motivé au niveau des décalage horaire. Et puis, parce que le parcours est toujours... en fait, c'est pas extrêmement dur, mais c'est pas si facile que ça non plus, le Tour du Luxembourg. Ce qui permet aux échappés de tenir souvent très longtemps. Vous avez des petites bosses assez sympas, c'est des bosses souvent de 3-4 km. Voilà, des petits monts qu'il faut franchir, mais parfois avec des petits pourcentages. Donc voilà, c'est une course qui est sympa à suivre, je trouve, ce Tour du Luxembourg. C'est plus sympa à suivre peut-être qu'une Crow Race, par exemple, où il y a un peu moins de niveau. Le Tour du Luxembourg, maintenant, il y a un bon niveau. Par contre, en termes de sécurité, je trouve toujours que le Tour du Luxembourg, c'est pas l'épreuve où il y a le plus de sécurité. Alors l'avantage, c'est qu'on a rarement des gros dangers. Mais heureusement que c'est pas qu'on n'est pas dans le Limbourg néerlandais, parce que ça pourrait être plus compliqué que ça. Et je trouve que là, notamment, la zone d'arrivée était hyper technique. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné en termes de sécurité sur cette zone d'arrivée, c'est le camion VIP. Enfin, le camion, je sais pas si c'était le camion VIP ou le camion de chronométrage, le camion marqué Skoda, qui est le sponsor de la course. Parce qu'il a empiété vraiment sur la ligne d'arrivée. Pour tout vous dire, normalement, je croyais que c'était plus autorisé de faire ça. Ils ont modifié l'emplacement des barrières, c'est-à-dire qu'entre 500 mètres de l'arrivée et la ligne d'arrivée à proprement parler, la largeur n'était pas la même. Et sur la ligne d'arrivée, on avait vraiment une largeur qui était extrêmement limitée. Et dans les 50 derniers mètres, vraiment, il y avait un rétrécissement provoqué par ce camion. Donc, je ne sais pas si on n'aurait pas pu le mettre ailleurs ou mettre la ligne d'arrivée à un autre endroit pour ne pas avoir ce genre de problème. Parce que heureusement qu'on n'est pas arrivé à 40 de front. Sinon, ça aurait peut-être pu faire strike, surtout avec une arrivée en sprint. Et heureusement, il y a un coureur qui a pris l'avantage au niveau du sprint pour éviter ce genre de problème. Résumé de l'étape de ce Tour du Luxembourg. Alors, ça commençait mal du côté de la Alpecin avec Kragh Andersen et Jimmy Johnson qui ne prenaient pas le départ de ce Tour de Luxembourg. Ça arrive assez souvent que des coureurs abandonnent vite sur le Tour du Luxembourg. On se souvient notamment de Thibaut Pinot, de David Gaudu une année parce que on arrive fatigué, c'est la fin de saison.
C'est pas toujours facile, hein. On commence à arriver vraiment dans le dernier mois de compétition. Tout le monde commence à être un petit peu sur les rotules, surtout quand on arrive à 70, 71, 72 jours de course. Voilà, ça commence à être très compliqué. À 130 km de l'arrivée, 136 pardon, km de l'arrivée, c'était le départ de la bonne échappée avec Renderik, avec de la Soudal Quickstep, Van Emelen de la Flanders baloise. Il y avait également Mattia Baïs de la Polticometa et Alexandre Kess du côté du Luxembourg, sélection nationale du Luxembourg, à 129 km de l'arrivée, c'est-à-dire 7 km après que l'échappée soit sortie, elle avait déjà 6 minutes d'avance, qui sera quasiment son écart maximum. Alors j'ai pas réussi à trouver sur Pro Cycling Stats précisément l'écart maximum de cette échappée, mais on n'ira jamais large, on n'a pas été à 11 ou 12 minutes d'écart. On passe à 106 km de l'arrivée de la première côte du jour, une côte de première catégorie, le Niklosberg. C'est Renderik qui passait en tête à 86 km de l'arrivée. L'écart était toujours de 6 minutes, c'est-à-dire qu'en une trentaine de kilomètres, l'échappée n'avait pas perdu de temps. Dans la côte de Bourscheid, c'était Van Emelen qui passait... Van Emelen était lâché, le coureur de la Flanders baloise. Derrière, c'est Nils Politt qui roule du côté de la UAE. Et c'est Renderik qui passe de nouveau en tête au sommet de cette bosse à 78 km de l'arrivée. Dans la côte de Écharf, c'est Kess qui est lâché le coureur du Luxembourg. Ils ne sont donc plus que deux à l'avant, Renderik et Baris, et c'est de nouveau Renderik qui passe en tête. On est à 69 km de l'arrivée. À 50 km de l'arrivée, l'écart est encore de plus de 5 minutes. Et nous avons l'annonce de deux abandons, Verstrigueux qui abandonne et Zvresek également. Et à ce moment-là, on se relaie, hein, parce que comme la UAE n'arrive pas à revenir, on a notamment Quinn Simon du côté de la Lidl ou encore la Visma Lisobike qui est à 35 km de l'arrivée. L'écart est encore de 3 minutes 37, mais on sait qu'il y a une dernière difficulté à 10 km de l'arrivée et qu'elle sera certainement fatale à l'échappée, surtout qu'ils ne sont plus que deux à l'avant et qu'une nouvelle équipe roule pour Mathieu Van Der Poel, c'est Sylvain Didier de la Alpecin de Koninck. Avec les nombreux abandons de cette équipe en début de journée, c'est sûr que ça n'a pas aidé du côté du collectif de cette formation. À 10 km de l'arrivée, la côte de Staffelter. Et là, on a moins d'une minute d'avance quand on arrive au pied. Renderik va passer en tête de cette difficulté. Il portera donc le maillot de meilleur grimpeur, mais il est repris au sommet. Et puis après, derrière, on a un sprint massif, c'est vite dit, parce que Mathieu Van Der Poel va faire une démonstration dans ce sprint face à Andreas Kron qui n'arrivera pas à tenir la roue, et Christophe Laporte dépassera Andreas Kron, mais étant parti avec un petit temps de retard sur Van Der Poel, il n'arrivera pas à reprendre le coureur néerlandais et le français devra se contenter de la deuxième place, et donc Van Der Poel qui se retrouve en tête du classement général. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, eh bien, on commence tout de suite avec Mathieu Van Der Poel, le vainqueur du jour, le néerlandais. Moi, j'avais un petit peu peur du côté de Mathieu Van Der Poel, un peu peur qu'il ait perdu un petit peu sa vitesse, sa puissance au niveau des sprints, parce que c'est vrai qu'on avait eu l'information qu'il avait décidé de perdre du poids, et c'est vrai que j'avais vu notamment au championnat d'Europe très fit, c'est vrai, pour Van Der Poel. Pareil pour Pogačar en passant du côté de Montréal, j'en ai pas parlé, mais au niveau des bras, c'est assez impressionnant, hein, du côté de Pogačar. C'est vraiment au niveau des bras, c'est au niveau des biceps, il n'y a pas grand chose, hein. Mais du côté de Van Der Poel, tu vois quand même qu'il est fit. On l'a vu des fois un petit peu plus lourd. Et je me disais, bon, perdre des kilos, c'est toujours risqué quand même. Alors, Remco Evenepoel avait réussi à le faire correctement avant le Tour de France. Entre le Dauphiné et le Tour de France, il avait dit qu'il avait perdu 2,5 kg, je crois. Mais c'est toujours risqué au niveau de la puissance, d'avoir des fontes comme ça de poids assez rapides, parce que c'est pas anodin de perdre 2,5 kg en 2 semaines ou en 3 semaines. Notamment si vous faites un régime comme j'aime, c'est pas anodin de perdre comme ça du poids, et on risque de perdre un petit peu de puissance.
dans ce genre de cas. Donc je me disais, du côté de Van Der Poel, est-ce que ça va pas être ça le problème? Bon, déjà au championnat d'Europe, on n'était pas inquiet, mais alors là, le moment où il sort dans le sprint, waouh! C'est du grand Van Der Poel, c'est du très grand Van Der Poel. C'est-à-dire que, pourtant, derrière, on est sur Andreas Kron, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Joel Clodo et derrière, c'est Laporte. Laporte, il revient absolument pas sur lui, et même s'il part avec un temps de retard, il revient pas véritablement sur lui. Et Andreas Kron, il se fait enrhumer complet. Donc vraiment impressionnant le sprint de Mathieu Van Der Poel parce que c'était enfin vraiment il part au moins aux 300 mètres. Derrière, personne ne peut s'accrocher à la roue. Il gagne vraiment avec 3 vélos d'avance. Enfin, il a une marche sur ses adversaires qui est assez impressionnante. Très 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 solide. Alors après, c'était un parcours pour Van Der Poel, c'était un parcours pour ce type de profil-là de coureur, mais encore une fois, avec cette perte de poids, c'était peut-être pas forcément évident. On pouvait avoir des doutes sur sa capacité à avoir toujours la même puissance, et là, il met une plâtrée à tout le monde. Donc très très impressionnant. Et puis je me disais, c'est vrai que c'était depuis longtemps que je n'avais pas vu gagner un sprint massif au final. Parce que souvent c'est Philipsen, il fait le travail pour Philipsen, c'est depuis longtemps qu'il n'avait pas gagné même un sprint en boss. Donc très très fort. Et sur un parcours à Zurich où, certes c'est un parcours qui est techniquement compliqué, mais il y a 4002 de dénivelé positif. C'est pas le parcours de championnat du monde, on a eu le pire. En termes de dénivelé positif, ça reste un parcours qui est long. Je ne sais pas s'il y a des gros pourcentages en plus dans la montée du côté de Zurich. Est-ce que des Pogacar et autres punchers arriveront à sortir de leur roue un Mathieu Van Der Poel? Pas sûr. Et en cas d'arrivée au sprint, je ne sais pas si Pogacar il va pouvoir battre le Van Der Poel que j'ai vu aujourd'hui, qui était vraiment excellent. Deuxième coureur top du jour, un coureur qui était dans l'échappée du côté de la Soudal. Quick-Step Reinderinck, le coureur néerlandais. Alors pour tout vous dire, je ne connaissais pas énormément ce coureur-là, parce que je ne l'ai pas vraiment vu sur les courses auxquelles il a participé. Pepijn Reinderinck, 22 ans, coureur qui est passé dans l'équipe de développement l'année dernière, qui avait fait l'équipe de développement DSM aussi en 2021 et 2022. Première année dans l'équipe 1 de la Soudal Quick-Step, et c'est vrai qu'on a plus vu Lamperti et Paul Magnier que lui. Alors il avait fait le Tour du Rwanda où il avait remporté la première étape du côté de Kigali. Mais bon, le Tour de Rwanda, encore une fois, c'est quand même une épreuve où il y a souvent quand même des... Enfin, c'est pas la plus grosse épreuve du calendrier, même s'il y a une belle ambiance, et voilà, bon, c'est pas forcément l'épreuve que j'ai le plus suivie. Sur le Tour de Romandie, il fait 70e. Par exemple, sur la classique flandrienne, il fait 18e de la Breden Corsair Classic. Mais sur les autres, il est un petit peu plus loin. Sur le Tour de Slovaquie, il prend la deuxième place du contre-la-montre et il finit 24e au général. Tour de Pologne, il finit 54e du général. Donc voilà, c'était pas exceptionnel. Et là aujourd'hui, il prend une belle grosse échappée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça va peut-être, on verra s'il arrive à tenir ce maillot de meilleur grimpeur sur le reste de la semaine. Parce que là, il a fait quand même une échappée de... Moi, c'est marqué 122 km au final. J'aurais dit un petit peu plus. C'est marqué à 122 km du côté de Reinderinck. Et c'est un coureur qui a besoin quand même de se montrer, qui a besoin de prendre quelques résultats. C'est un coureur qui a été champion des Pays-Bas espoir l'année dernière, qui a participé au Tour de l'Avenir où il avait fini hors délai sur l'étape du Mont-Cenis. Il avait fait également le Giro Next-Gen où il avait pris la cinquième place de la première étape. Il avait fait également le Alpe Isère Tour où il avait fini 20e du général, 3e du triptyque ardennais.
voilà, du côté de sa carrière. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour la suite du côté de Rendering. Et ouais, voilà, un coureur qui a eu une première année pas forcément hyper simple. Voilà, c'était pas exceptionnel pour tout vous dire, mais il va peut-être réussir à s'en sortir là un petit peu en termes de résultats. Il a un frère qui s'appelle Joris Rendering et qui lui est dans l'équipe Metec. Voilà, il a été également dans l'équipe de développement de la DSM en 2022 et en cours d'année 2023 parce qu'il avait, voilà, il avait quitté cette formation de la DSM en cours de l'année 2023. Voilà, bon, viré, c'est vrai qu'il a assez peu couru jusqu'à maintenant son frère. Voilà, intéressant de suivre Pepijn Rendering et Joris Rendering. On poursuit du côté de ce Tour du Luxembourg avec un autre coureur top pour finir, Christophe Laporte. Alors oui, il est distancé par Van Der Poel, mais son placement n'a pas forcément été exceptionnel. Du côté de la Visma, en plus, on fait plutôt une belle course parce qu'on place 3 coureurs dans le top 10 et surtout, moi je trouve que c'est intéressant, c'est Bart Lehman. Très belle saison que fait le Néerlandais. Alors, moi j'aurais aimé qu'il se sacrifie pour le Grand Prix de Montréal et Québec, mais je trouve que c'est vraiment un coureur qui a passé voilà, un cap en rejoignant la Visma, parce que c'était un coureur qui était chez Human Powered Earth, donc pas forcément la plus grosse structure l'année dernière. Et je trouve que là, ces résultats sont vraiment intéressants. On l'a vu sur le Tour de France où il a fait un gros travail d'équipier. Il n'était pas forcément prévu, en plus sur le Tour de France. Deuxième du Tour de Norvège. Ouais, voilà, cinquième du Tour de Lander, c'est bien ce que fait Bart Lehman. C'est là où on l'avait vu, même Bart Lehman, c'était sur le Tour de Lander, on en avait parlé. 604 points UCI pour voilà, une première grosse année dans une structure World Tour, c'est vraiment bien. C'est un coureur qui a un contrat de 4 ans jusqu'en 2027. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner. Mais c'est assez rare, parce qu'il a 28 ans. Alors il va avoir bientôt 29 dans un mois. C'est assez rare voilà, de se révéler à 28 ans. Mais voilà, ça confirme que oui, vous avez parfois des profils qui se révèlent extrêmement jeunes, mais on a des profils, je pense à la Geoffrey Bouchard, à la Lehman, qui se révèlent plutôt à 26, 27, 28 ans et qui commencent à obtenir des résultats à ce moment-là. Il ne faut pas les oublier, c'est bien de vouloir recruter des coureurs jeunes. Mais déjà, parfois, à vouloir recruter trop jeune, eh bien, on a quand même des cas de coureurs qui n'ont pas forcément des grands résultats et on broie un petit peu parfois des concurrents qui auraient mieux fait de faire junior espoir alors de passer par la catégorie World Tour. Je pense notamment à des coureurs, un Kim Haydouk par exemple, Mayhofer qui a eu du mal, Quinn Simons qui est arrivé très jeune. En termes de résultats, c'est pas forcément fantastique et on en a plusieurs des cas comme ça de coureurs qui sont arrivés très jeunes en World Tour et qui n'ont pas forcément eu les résultats. Et parfois, voilà, vous avez des profils qui ont besoin d'un peu plus de temps et c'est le cas du côté de Bart Lehman. Donc belle 4e place aujourd'hui, belle 2e place du côté de Laporte. Même si voilà, il part avec un gros temps de retard, ce qui lui coûte cher. Et puis Kelderman qui au final fait pas une saison non plus dégueulasse, Kelderman. Parce que ça avait... Voilà, il est tombé cette année, il a que 52 jours de course dans les pattes, parce que c'est vrai que voilà, il a eu un gros moment de trou à la fin de Paris-Nice. Il n'a pas couru de mars à juin. Mais là aussi, en termes de résultats, il finit bien son Tour de France. Tour de Pologne où il prend la 3e place. 8e de Paris-Nice, 9e du Tour de Suisse. Donc c'est pas dégueulasse. Et il va avoir une fin de saison très chargeaxe. Parce que déjà, il a fait Grand Prix de Montréal, Tour du Luxembourg, Championnat du Monde, Tour de Lombardie ensuite, pour un coureur qui est encore en contrat l'année prochaine avec la Visma Lease du côté de Wilco Kelderman. Mais pour une année qui était quand même très mal embarquée au départ, je trouve qu'il a bien réussi à rectifier le tir, parce que c'est quand même un coureur qui a très peu couru au final. Mais ça lui a plutôt bien réussi à Wilco Kelderman. Donc voilà, un bon résultat d'ensemble du côté de la Visma Lease
sur cette première étape du côté du Tour du Luxembourg. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On finit avec les bonnets d'âne et je commence avec la UAE. Un peu comme au Grand Prix de Québec. On a beaucoup roulé chez UAE. Hein. Moi, je m'attendais à une attaque de Marc Hirschi, vraiment, dans la dernière bosse du jour. Et on a roulé. Ça n'est jamais venu. Il n'y a jamais eu l'attaque de Marc Hirschi, de manière assez surprenante. Alors que, vu la série de victoires qu'il a, Marc Hirschi, parce qu'en ce moment, il les collectionne depuis la Classica San Sebastian, je me disais, voilà, il est en confiance, il veut vraiment faire les écarts. En plus, tu le vois faire le sprint intermédiaire, prendre une seconde au sprint intermédiaire. Donc, je me dis, il joue le général, il veut vraiment aller jusqu'au bout. Et pas d'attaque. Jusqu'à même à un moment, je me suis dit, Marc Hirschi nous joue l'entourloupe, on roule pour Ayuso. Non plus, parce qu'au final, il n'attaque pas. Le meilleur coureur, c'est Finn Fischer-Black. Mais de rouler autant pendant la journée, parce que Nils Politt, il en a fait du kilomètre. Aujourd'hui, à l'avant du peloton, pour ne rien tenter, c'est un petit peu une stratégie à la Bahreïn ou à la Movistar. Mais c'est pas une stratégie à laquelle nous avait vraiment habitué UAE. C'est-à-dire que normalement, quand UAE roule, UAE attaque. On le voit avec Pogačar. Mais je trouve qu'on a roulé énormément pour pas grand-chose, quoi. Parce qu'au final, le meilleur coureur est 5e. Donc ça m'a fait penser un petit peu au Grand Prix de Québec. Parce que je me suis dit, de ce que j'avais vu de la côte ce matin, en regardant un petit peu le parcours, je m'étais dit, ouais, ça va quand même être compliqué de faire la différence. Mais dans ce cas-là, il fallait pas rouler. Enfin, il fallait laisser d'autres équipes rouler. Ou soit ils avaient tellement peur des mecs qui étaient devant qu'ils se sont dit, ouais, il faut rouler à mort, parce que c'est des coureurs qui peuvent être dangereux au général. J'ai pas l'impression. Alors oui, quand ils avaient 5 minutes 10 ou 5 minutes 20, mais on était déjà à plus de 50 bornes de l'arrivée, donc on pouvait stabiliser l'écart à 3 minutes. À 3 minutes, ces mecs-là, ils auraient peut-être pas tenu encore 4 étapes. Assez surpris quand même par cette attitude de la UAE, parce que si tu roules de cette manière-là, il faut attaquer. Et là, le fait qu'ils n'attaquent pas, j'ai pas vraiment compris. Donc si quelqu'un a une idée, parce que moi je m'attendais vraiment à une attaque de Marc Hirschi. En plus, je me dis, le mec est en confiance, il y a Bretagne Classic, il gagne la Classica San Sebastian en Italie, il a gagné pour le moment toutes les courses auxquelles il a participé. Donc je me dis, il arrive sur le Tour de Luxembourg, c'est fait partie d'un des favoris pour les championnats du monde. Avec Pogačar, ça fait partie d'un des favoris. Surpris de ne pas le voir attaquer. Mais on aura peut-être plus d'explications demain du côté du coureur suisse, ou peut-être que nous n'aurons jamais d'explications. Skelmose, là aussi, on a pas mal roulé avec Quinn Simons pour limiter l'écart. Je m'attendais à mieux que 12e. Du côté de ce coureur, surtout que lui aussi on sait qu'il peut être très fort sur ce parcours, en sachant qu'en plus il y a un contre-la-montre samedi du côté de Differdange. Je me disais là ça peut vraiment lui convenir également à Skelmose, seulement 12e sur un sprint en bosse. Il finit derrière par exemple un Maestri, derrière Jordan Labrosse, derrière Guerrero, derrière Kelderman. C'est un coureur qui normalement doit être au niveau d'un Fischer-Black, par exemple, d'un Bart Leben, donc il doit être dans le top 5. Le fait qu'il ne soit pas dans le top 5 pour moi, c'est une déception. Alors est-ce qu'il s'est fait enfermer? Est-ce qu'on a manqué un petit peu de main d'œuvre du côté de la Lidl Trek pour le placer dans le final? Parce que c'est vrai que comme on a roulé énormément dans la journée, il était tout seul, au final Quinn Simons s'était lâché. Il a roulé un petit peu dans les derniers kilomètres, mais il y avait Quinn Simons, Bernard, Pedersen, Gebrselassie et Kirch, eux ont été lâchés bien avant. Donc là aussi, assez surpris par Skelmose, parce qu'on sait que ça fait partie des coureurs qui peuvent être dangereux pour les championnats du monde. Ouais, mais est-ce qu'il est au top de sa forme? C'est une grande question. C'est vrai que je m'attendais à un petit peu mieux de la part du coureur danois. Je regarde un petit peu ses derniers résultats. Oui, c'était la Vuelta, il n'avait pas couru depuis
depuis la Vuelta, mais c'est vrai que alors peut-être que la remise en route d'après Vuelta a été compliquée et qu'il va essayer de se remettre en route sur ce Tour du Luxembourg. Lui qui finira encore dans un mois, hein, parce que lui il finira vraiment en octobre avec la Japan Cup Cycle Road Race, c'est comme ça que c'est prévu pour lui, où il y aura certainement le jubilé peut-être de Yukiya Hashiro, hein, parce qu'à 39 ans, bientôt 40, dans 4 jours, je vois pas le coureur japonais reprendre un contrat avec la Bahreïn, je serais surpris. Lui qui est dans cette formation Bahreïn depuis 2017, hein, il fait partie des cadres de l'équipe. Mais on sera même un peu triste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des coureurs japonais, on pensait avec Arashiro par exemple et d'autres que ça allait créer des vocations. Et bah, pas vraiment. C'est vrai que les coureurs asiatiques, c'est pour l'instant assez rare. Bon. Mais voilà, du côté de Scalmose, je m'attendais à un peu mieux. On va pas faire sur Yuki Arashiro, on fera peut-être sur Yuki Arashiro à ce moment-là. On fera peut-être un hommage à Arashiro. Bon, Fred White, résumé de sa saison, hein, après Fred White. En réalité, c'est le résumé de sa saison. Il finit à 8 minutes 08, 79e de l'étape. Bon, Tiberi, il y avait Tiberi dans l'équipe, mais il n'a pas aidé Tiberi non plus dans le final. Il y avait Robert Stannard aussi, hein, voilà, qui est au départ. Ça, c'est une info, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça en deuxième jour de course, depuis sa suspension et la fin de sa... Enfin, il a été suspendu... oui, si, il a été suspendu. Au final, je ne sais même plus avec lui, parce que l'affaire a tellement traîné du côté de Robert Stannard que je ne sais même plus où on en est. Mais voilà, bon, l'Australien est de retour. Et donc, on parlait de Fred White. Ouais, c'est compliqué, mais l'année de Fred White, bon, déjà 2024, c'était pas top. 2023, pardon, c'était pas top. 2024, ben. Voilà quoi. Il y a eu un petit peu les classiques flandriennes, mais bon, on a qu'un seul top 15, c'est sur Roubaix. En dehors, on est toujours en dehors du top 20. Je m'attendais à mieux quand même pour Fred White. J'ai peur que ça fasse un peu comme Ivan Garcia Cortina. Parce que c'est vrai qu'Ivan Garcia Cortina, quand il était chez Bahreïn, à un moment je m'étais dit, oh putain Coco, ça va être voilà, top résultat. Le mec va enchaîner les super performances. Et puis bon, bah, il est arrivé chez Movistar. Enfin, ces derniers temps chez Bahreïn, c'était pas top. Chez Movistar, bon, un peu sur les classiques flandriennes, mais bon. Ça reste décevant parce que c'était un mec qui avait une capacité de faire des sprints qui était assez dingue. Fred White, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il a émergé sur l'année 2022 et depuis, c'est un petit peu compliqué, voilà, pour Fred White. Il n'arrive pas à retrouver le même niveau de performance. Coureur qui fera la Crow Race, lui, comme Luis Aolar, comme Bauhaus. On aura également Viviani, Pavel Bittner aussi. UAE sera au départ, avec Arieta notamment, et Domen Novak et McNulty. Karl Pharma sera là avec Pablo Castrillo, notamment. Israël avec Chris Froome. Je vois aussi Mattia Baïs qui est prévu. Stockbro également chez les TDT. David Delacroix chez Q36. Puis pas mal d'équipes continentales seront au départ. Notamment toujours Ricardo Zodel, hein, ou Alan Banachek aussi, qui seront au départ. Banachek était chez Human Powered Earth, voilà, qui est champion de Pologne. Non, il était champion de Pologne, qui a assez peu couru cette année, hein. J'ai 23 jours de course pour lui. Il n'a pas couru depuis, il a fait le tour d'Istanbul. Et Zodel, ceux qui se souviennent, un coureur qui est passé par Trek notamment, Ricardo Zodel, et qui est en continental depuis 2020, dans cette équipe Felbermeyer, Selbenmeyer, je ne sais pas comment on doit le dire. Lui, il n'a pas couru, si, voilà, il a couru un petit peu en septembre. Pas mal de résultats quand même, hein. Vainqueur du Tour d'Hélas, par exemple.
Vainqueur également du Tour de Malopolska. Pour un coureur qui a désormais 36 ans, deuxième de l'Obsterreich-Rundfahrt, dixième du Tour d'Autriche. Ah ouais, hein. Il y a eu pas mal de résultats. Il est, pour vous dire, il est à 336 points UCI. Donc, ce qui est beaucoup pour un coureur de Continental aujourd'hui. Bon. Après, donc, les résultats de Fred White décevants, donc, qui sera sur la Croix Race. On passe à la Total Energy pour finir. Paul Ourselin, déjà, hors délai aujourd'hui, Paul Ourselin. Alors, assez extraordinaire. Il finit avec 1 minute de retard sur les délais. Alors, est-ce qu'il a eu un gros problème mécanique? Mais j'ai pas l'impression parce qu'il est toujours marqué hors délai, donc 2 heures après l'arrivée de la course, 2h30 même après l'arrivée de la course, je pense qu'il va rester hors délai. Bon, Paul Ourselin, coureur en fin de contrat, pas très rassurant, surtout qu'on ne peut pas dire que son AD 2024 nous ait émerveillés. Il n'y aura quasiment rien, pour tout vous dire, sur l'année 2024. C'est pas comme si les années précédentes avaient été folles en termes de résultats aussi. Coureur qui est chez Direct Energy depuis 2016. Seule victoire Paris-Mans cycliste, qui n'était pas chez les professionnels. Donc techniquement, il a 0 victoire chez les professionnels. Et cette année, il a couru 50 jours, ce qui n'est pas énorme. Malgré le fait que chez Total Energy, on a eu un petit peu de soucis, on n'a pas énormément couru. Coureur qui a 30 ans. Je ne sais pas s'il va être conservé chez Total, surtout que je vois quand même pas mal de jeunes arriver dans la formation française. Donc j'ai peur que le coureur français soit en obligation de retrouver une nouvelle équipe. Et c'est pas en finissant hors délai sur la première étape du Tour de Luxembourg que tu vas vraiment émerveiller les équipes continentales. Donc ça va peut-être être compliqué pour le coureur français. Et puis Pierre Latour, Pierre Latour qui finit à 8 minutes aujourd'hui. De toute façon, chez Total, c'est Vuillermoz qui a bien fini du côté de la formation française, en finissant les Jordan Jegat, 28e et 42e, ils sont dans le premier groupe. Sinon, les autres ont fini bien plus loin. Alexis Vuillermoz, qui je rappelle est peut-être même sur sa dernière course en carrière. Je rappelle qu'il prend sa retraite à la fin de l'année. Donc il a peut-être envie de montrer de belles choses. Il a fait 14e du mémorial Marco Pantani, donc il veut finir sur les chapeaux de roue, le coureur français. Et je regardais Pierre Latour, donc 88e aujourd'hui à 8 minutes 08. Bon, voilà, c'est compliqué l'année de Pierre Latour, mais c'est compliqué depuis longtemps, Pierre Latour. En gros, c'est quelques résultats épisodiques depuis 2019. C'est un coureur qui lui aussi a 30 ans, qui a encore un contrat pour l'année prochaine, mais je vois pas qui le recrutera fin 2025. C'est-à-dire, si Jean-René Bernodeau le conserve pas, je vois pas qui aurait envie de garder un coureur qui ne sait pas tenir sur un vélo, qui n'a pas confiance dans les descentes, et qui, même sur un Alou Latour, n'a pas réussi à être dans le top 15 du général. Seulement 47 jours de course pour lui. Pas de grand tour dans cette saison. Beaucoup d'abandons. Beaucoup d'abandons. Je dirais que l'un des rares moments où je l'ai trouvé pas mauvais, c'était sur la Classica San Sébastien avant qu'il abandonne, mais même le Tour de l'Ain, il fait 37e du Tour de l'Ain. Bon, voilà, il y a un moment, là aussi, il n'a pas couru entre mars et mai. Et il a très peu couru. Je regarde vraiment ses résultats, c'est compliqué pour Pierre Latour. On va voir maintenant s'il arrive à retrouver un petit peu des sensations sur le Tour de Luxembourg. Bon, là l'avantage c'est que maintenant il va pouvoir prendre une échappée, mais à part les chronos, alors je dirais pas que c'est fantastique, mais c'est presque là où s'exprime le mieux, c'est sur les chronos. Mais ouais, il fait 8e du Tour du Poitou-Charentes cette année. De toute façon, il a 74 points UCI, donc c'est pas exceptionnel. Et année très compliquée pour Pierre Latour, et donc la Total Energy
Il va falloir tout miser pour Guillermoz parce que sinon ça va être compliqué. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Les résultats de cette première étape du Tour du Luxembourg. On regarde ça tout de suite avec la victoire de Mathieu Van Der Poel devant Christophe Laporte et Andreas Kron. Pas forcément des grands leaders lâchés. On pourra noter donc Fred White, Magnus Cort Nielsen aussi, qui a perdu de temps, peut-être un petit peu fatigué. Vous avez Stockbro du côté de TDT, qui est également lâché. Pierre Latour, mais bon, toujours le problème des descentes avec Pierre Latour, qui finit à 8,08. L'année de Pierre Latour est quand même pas loin d'être catastrophique. Et puis donc Paul Ourselin, hors délai à 23 minutes 34, donc pour 1 minute et toujours marqué hors délai. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas eu vraiment forcément de chute pour ce coureur. 109 coureurs donc seulement à l'arrivée de cette première étape, avec 2 non partants et donc 2 abandons et un coureur hors délai. Du côté du général, bon, c'est la même chose, c'est Van Der Poel qui est en tête avec 4 secondes d'avance sur Christophe Laporte. Andreas Kron à 6 secondes, 9 secondes pour Marc Hirschi et 10 secondes pour Bart Lehman. Marc Hirschi qui a pris 1 seconde de bonification sur le sprint intermédiaire. Et là, donc, vous voyez que le dernier coureur, c'est Cédric Black Christophersen de la TDT. Et puis du côté du classement du maillot vert, c'est Van Der Poel qui est en tête devant Laporte et Andreas Kron, Barneman et Finn Fischer-Black. Du côté du classement de la montagne, c'est Pepijn Reinderick. Je ne sais vraiment pas comment on doit le prononcer, si certains savent, n'hésitez pas à me le marquer devant Mathieu Baïs et Alexandre Kess. Ça doit être Pepijn Reinderick. Truc comme ça doit être Reinderick. Le coureur de la Soudal Quick Step. Du côté du maillot blanc, c'est Finn Fischer-Black qui est en tête devant Tiberi et Barrenechea. Et le classement par équipe, la Visma devant Polti, Movistar. La dernière équipe étant la Tudor avec Alpecin qui sont à 11 minutes 41. Et bien nous, on se retrouve demain pour l'étape numéro 2 de ce Tour de Luxembourg. N'hésitez pas à regarder le débrief du Grand Prix du Canada. Vous avez également le débrief du Grand Prix de Québec sur la chaîne. Et puis donc demain, étape numéro 2 au programme. On peut même peut-être la voir, cette étape numéro 2, voir un petit peu quelles seront les difficultés de cette deuxième journée. Donc ça sera entre Junglister et Sifflange, un parcours relativement plat. Il y aura une bosse, du côté de Sifflange que l'on prendra à 3 reprises. Cette bosse, c'est 900 mètres à 7,4%. Au programme de cette journée. Vous voyez qu'elle est assez proche de l'arrivée. La fin de la bosse est à 4 km de l'arrivée. Petite descente, mais légère, jusqu'à l'arrivée quasiment, puisque même le final étant léger. Faux plat, des Seudres, cette montée finale. La montée donc de Steinzel, ça doit être ça. Ah bah non, parce que la montée de Steinzel, c'est ça. Donc oui, c'est 7,4%. Et le circuit final, qui n'a pas l'air d'être hyper technique. Ce qui sera peut-être mieux qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, c'était un petit peu limite. Bon, nous on se retrouve demain, étape numéro 2. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mérique Production.